Bonjour à tous. Alors nous allons compléter la présentation de Thierry Rocher avec une entrée, un point de vue complémentaire de celui qu'il vous a présenté. C'est-à-dire que nous avons, Jean-Paul et moi, cherché à confronter en fait les résultats des élèves à différentes tâches au regard des attendus institutionnels relativement à ces tâches. Autrement dit, nous avons regardé quels étaient les taux de réussite à des familles d'items sur une longue période au regard de ce qui était attendu dans les programmes sur ces mêmes périodes. Plus précisément, nous avons cherché à repérer quelles grandes familles d'items, c'est-à-dire quel type de tâches, sont massivement réussies par les élèves de façon récurrente, ce qui laisserait à penser que les notions correspondantes sont acquises, et quelles sont au contraire les grandes familles d'items qui sont moins ou très peu réussies, et là qui au contraire suggéreraient qu'il y a des difficultés d'apprentissage pour les élèves, ou en tout cas que les notions correspondantes sont en cours d'apprentissage. Alors pour cela, nous avons utilisé les évaluations auxquelles Thierry faisait référence tout de suite, c'est-à-dire les évaluations à l'entrée en CE2 et à l'entrée en 6e. Alors, tout simplement parce que ces évaluations-là, qui sont déroulées de 1989 à 2008, donc pendant 20 ans, présentent l'immense avantage que tous les items qui étaient proposés aux élèves sont accessibles, avec des taux de réussite nationale et avec des spécificités comme le genre des élèves ou l'appartenance des établissements à l'éducation prioritaire ou non. Autre avantage, c'est qu'il y avait un grand nombre d'items qui étaient consacrés au domaine des nombres et du calcul, et donc ça nous a fourni un matériau très riche. Alors c'est clair, nous sommes très conscients que ces évaluations-là ne permettent pas de comparaison temporelle, en tout cas sur le niveau des élèves, mais de toute façon, ce n'est pas là notre objectif. Donc, ce qui nous intéressait, donc encore une fois, c'est d'identifier, j'allais dire, des grands domaines à l'intérieur du domaine nombre et calcul qui sont maîtrisés ou non par les élèves en fin d'école primaire. On a complété ces résultats d'évaluation nationale par des résultats d'une évaluation à l'entrée en 6e, d'une expérimentation que j'ai menée entre 2010 et 2012, qui s'appelle PACEM, qui offre des résultats plus récents et qui confirme d'ailleurs les résultats antérieurs. Alors, plus précisément, et vous allez voir que ça n'a rien de surprenant, nous avons essayé d'identifier, de nous focaliser sur 4 grands thèmes, c'est-à-dire les tables d'addition et de multiplication, les grands nombres entiers, les nombres décimaux et le calcul posé et mental. Alors, une dernière précision, avant de laisser la parole provisoirement à Jean-Paul, c'est que quand nous parlons d'acquis des élèves, nous gardons bien à l'esprit qu'il est toujours délicat d'affirmer qu'une connaissance est acquise et que nous parlons, même si on a des simplifications de langage, toujours de réussite d'élèves à des items le jour d'une évaluation. Paul ? Je vais présenter quelques analyses globales, des comparaisons de groupes d'élèves selon que l'établissement est situé ou non en éducation prioritaire, selon l'origine sociale, l'âge ou le genre des élèves. Comme vous le voyez sur la diapo, les tendances sont plutôt stables par rapport à ce qui a déjà été observé antérieurement et ce que certainement vous savez déjà. Je résume rapidement les 3 points où les performances diffèrent considérablement. Les élèves de l'éducation prioritaire qui sont systématiquement inférieurs aux élèves hors éducation prioritaire, 8 points sur 100 en CE2 et 10 points en 6e. Des écarts importants entre les enfants des cadres supérieurs et ceux des inactifs, 16,5 points en CE2 et 19 points en 6e, des écarts importants entre les élèves à l'heure et les élèves en retard, 20,5 points en CE2 et 29 points en 6e. D'autres différences sont beaucoup moins nettes. Par exemple, les élèves de l'enseignement privé obtiennent certes un pourcentage de réussite systématiquement plus élevé que celui des élèves de l'enseignement public, mais de très peu, 1 point en début de CE2 et 3,5 points en début de 6e.
Il est essentiel de préciser, notamment à propos de cette comparaison entre privé et public, que les comparaisons que nous avons présentées sont directes et non pas toutes choses égales par ailleurs. Cela signifie que les interprétations doivent tenir compte de la possibilité de confusion entre certains facteurs. Par exemple, la confusion entre le milieu socio-économique dont sont issus les élèves et le statut de l'enseignement privé ou public. L'issue de la comparaison globale en fonction du genre n'est pas non plus très nette. En effet, même si les scores moyens des garçons sont souvent supérieurs à ceux des filles, la différence reste petite, de l'ordre d'1 point en début de CE2 et de 2 points en début de 6e. En revanche, une analyse que j'ai qualifiée de plus locale ou plus fine, en fonction des tâches, montre, comme vous pouvez le voir sur la diapo, que dans les évaluations, dans les 6 évaluations de 2000 à 2005, à la fois en début de CE2 et de 6e, et pour les 3 opérations arithmétiques concernées, les scores des filles sont supérieurs à ceux des garçons dans les techniques opératoires posées en colonne. En revanche, en calcul mental, les scores des filles sont inférieurs à ceux des garçons, notamment dans les calculs qualifiés avec retenue, entre guillemets, par exemple 45 moins 27. Alors, ces observations sont importantes pour une discussion de l'enseignement des techniques opératoires posées dont je parlerai cet après-midi. Alors, on passe à la connaissance des tables d'addition et de multiplication. Les tables, je rappelle, se limitent aux opérations sur 2 nombres à un chiffre. Donc, dans le domaine de la connaissance des tables, il est important de distinguer une connaissance déclarative ou par cœur, comme disent souvent les élèves ou les enseignants, d'une connaissance procédurale. Par exemple, savoir que 8 fois 7, c'est 56 n'est pas du tout équivalent à savoir comment faire pour retrouver le résultat. Additionner, par exemple, répétitivement 8 fois le nombre 7. Donc, la prise en compte de cette distinction dans les évaluations est difficile, même si on limite le temps de réponse, car les procédures peuvent être rapides et bien automatisées. En gardant à l'esprit cette distinction et les difficultés de sa prise en compte, on peut voir nos principales conclusions sur la diapo. Pour les tables d'addition, on observe des taux de réussite élevés, 90% en CE2 et 95% en 6e, mais qui ne traduisent pas nécessairement une connaissance par cœur. Des exemples comme 8 plus 7 en début de CE2, 81% de réussite, qui montrent que bien des élèves ne disposent pas d'une procédure reconstructive rapide, comme un passage de la dizaine, 8 plus 2 plus 5, pour calculer 8 plus 7 par exemple. Pour les tables de multiplication, on observe qu'elles sont loin d'être acquises par tous les élèves en début de CE2, même la table de 2. Une maîtrise fragile, notamment pour les tables de 7 et de 8, avec des répercussions dans les multiplications et divisions posées et dans l'estimation de l'ordre de grandeur d'un résultat et probablement dans les problèmes aussi. À propos de cette connaissance des tables de multiplication, je voudrais rajouter qu'un bon test d'une connaissance déclarative par cœur consiste à les poser sous forme de multiplication à trous. Dans 56, combien de fois 8 par exemple? Ainsi testés, les produits les plus complexes de la table ne semblent connus que par un peu plus de la moitié des élèves. Cette observation a évidemment des conséquences pour des multiplications et les divisions posées. Par exemple, la multiplication posée 64 fois 39 aux évaluations nationales 2001 en 6e, qui devrait réactiver 4 multiplications et 6 additions des tables, n'a été réussie que par 53,8% des élèves. En outre, la fragilité de la connaissance en 6e des produits complexes explique assez bien leur quasi-indisponibilité chez les jeunes adultes.
Cette quasi-indisponibilité est notamment apparue lors de l'analyse de tests pratiqués aux journées de défense citoyenne. Les jeunes adultes, de 17 ou 18 ans en général, ont jugé massivement que 54 cm divisé par 6 ne donne pas 9 cm. Je refais de la parole. De façon surprenante. Alors, quelques sujets encore plus spécifiques. Les grands nombres, c'est-à-dire les grands nombres entiers. Alors, ces grands nombres entiers, ce sont finalement les nombres auxquels les élèves ne peuvent pas associer, ou en tout cas pas facilement, des collections d'objets. Et pour lesquels, j'ai envie de dire, ils sont obligés de faire confiance au système d'écriture. Eh bien, on s'aperçoit que 90% des élèves en éducation prioritaire, comme hors d'éducation prioritaire, savent le faire à l'entrée au CE2 pour un nombre inférieur à 1000. On retrouve des taux de réussite similaires à l'entrée en 6e pour des nombres qui sont inférieurs à 10 000. Mais dès qu'on passe au-dessus de 10 000, on a des chutes, des taux de réussite importants, de 20 points hors éducation prioritaire et même de 30 points en éducation prioritaire. Donc, ce qui nous conduit à dire qu'il y a un quart des élèves qui arrivent en 6e hors éducation prioritaire qui ont des difficultés avec ces grands nombres et plus d'un tiers, un tiers donc pour l'éducation prioritaire. Les nombres décimaux, j'allais dire les fameux nombres décimaux dont vous avez déjà entendu parler. Alors là encore, là pour le coup, la recherche en didactique, qu'elle soit nationale ou internationale, a mis depuis longtemps en évidence un certain nombre de difficultés. Donc ce qui nous intéressait, nous, un petit peu, c'était de voir d'un point de vue quantitatif si les résultats des évaluations sur lesquelles on avait travaillé confirmaient ces résultats. Alors, on va se centrer sur 4 points, plus un cinquième qui a un rapport direct avec la numération, vous allez voir. Donc le premier qui pourrait être identifié, c'est le changement d'écriture, c'est-à-dire le passage d'une écriture décimale d'un nombre décimal à une écriture fractionnaire ou vice-versa. Et là, on peut estimer, en regardant l'ensemble des items qui ont été proposés aux élèves, qu'à peu près un élève sur deux réussit ces items-là à son entrée en 6e. Donc vous avez deux exemples. Un qui illustre un grand nombre d'exercices qui ont été posés aux élèves. C'est le passage de 80,4 à une écriture fractionnaire qui lui serait égale. C'est comme ça que c'est dit dans l'énoncé. Donc là, on voit 49% de réussite. Puis un deuxième type d'item qui est différent. Je ne vais pas me lancer dans une analyse didactique pour le coup de la tâche de l'élève, mais il s'agit d'associer deux écritures qui sont censées renvoyer à un même nombre. Alors j'ai envie de caricaturer, je vais dire, il s'agit parmi ces quatre nombres, deux sont égaux, entoure-les, donc le premier écriture, pour le premier nombre, c'est 0,25, et puis il y en a un dernier là-bas qui s'écrit 1, trait horizontal, 4. Donc il s'agit d'associer ces deux écritures-là, ou ces deux nombres égaux, et vous voyez que le taux de réussite en 2008 était de 27%, 15% de réussite en éducation prioritaire, et à chaque fois que cet item-là a été proposé dans les évaluations, on a retrouvé à peu près les mêmes taux de pourcentage. J'ai envie d'ajouter quelque chose qui me semble très important dans le cadre justement du problème qu'on traite aujourd'hui de la numération, c'est que plus de la moitié des élèves, systématiquement, quand on leur demande d'associer deux écritures et qu'effectivement un quart et 1,4 sont proposés, associent ces deux écritures. Trois autres aspects qui sont bien identifiés par la recherche en didactique, les problèmes de comparaison des décimaux. Donc autant c'est facile pour les élèves de comparer deux nombres décimaux quand le nombre de chiffres dans la partie décimale est le même, autant ça devient difficile dès que le nombre de chiffres derrière la virgule dans la partie décimale est différent, comme dans l'exemple 150,65 et 150,7. Évidemment, 65 est plus grand que 7, donc 150,65 aurait tendance pour un tiers des élèves, d'ailleurs, à être plus grand que 150,7. Deuxième point, l'intercalation. Ça, c'est une des ruptures encore avec les entiers. Admettre pour un élève qu'il existe des nombres qui vont être placés, qui vont être compris entre deux autres, c'est une rupture, c'est difficile. Et on s'aperçoit par exemple ici qu'un tiers des élèves est capable d'exhiber au moins un nombre compris entre 82,5 et 82,6. Troisième ou quatrième point, qui est l'encadrement. Comment, positionner un nombre décimal
entre deux nombres entiers, mais là on voit un taux de réussite qui est encore plus faible. Et là, sur les évaluations 2005-2008, cet item-là a été reproduit, et à chaque fois on avait seulement à peu près un tiers de réussite pour les élèves qui arrivent en 6e. Dernier point qui a un lien direct avec la numération, c'est la multiplication par 10, 100, 1000, enfin on va dire en langage mathématique une puissance de 10. Alors autant les élèves savent faire ça avec des nombres entiers, on a des taux de réussite supérieurs à 90%, puisqu'il suffit d'ajouter des zéros à la droite du nombre, autant dès qu'on passe à des nombres décimaux, là ça pose problème. Vous le voyez sur l'exemple, 35,2 multiplié par 100. Non seulement ça posait des difficultés il y a longtemps, hein, c'est vraiment une difficulté qui est cristallisée, mais en plus vous pouvez voir 60%, 47%, 31%, 32% des scores qui sont nettement en baisse depuis une quinzaine, une vingtaine d'années. Donc évidemment ces questions-là, c'est ce que je disais un petit peu en introduction, elles confirment des difficultés d'apprentissage sur les nombres décimaux, mais elles interrogent évidemment aussi l'enseignement de ces nombres-là, de cette partie-là, c'est-à-dire le moment de leur introduction, la durée qu'on va y consacrer en classe, la durée pendant laquelle ils vont être étudiés tout au long des années, et puis, puisque vous l'avez dit, étudiés de façon très intéressante, la structure, c'est-à-dire l'organisation et les contenus des manuels scolaires sur ces notions-là. Autre point qui a été évoqué aujourd'hui et qui me préoccupe énormément, c'est le calcul mental. Donc, de façon générale, les taux de réussite sur les items de calcul mental, alors d'ailleurs qui sont très difficiles à mettre en place dans des évaluations nationales, ces taux de réussite sont peu élevés, voire très peu élevés, y compris sur des opérations assez simples. Donc vous avez 3 exemples qui concernent des résultats à l'entrée en 6e. Alors, juste quelques mots sur calcul mental, parce que je ne veux pas entrer dans les propos qui vont être les exposés qui vont être tenus cet après-midi. Il faut simplement se dire que une procédure de calcul mental est distincte d'un algorithme d'opération posée. Je donne l'exemple, si on veut faire 5,2 plus 2,8, on peut se dire qu'on va faire 5 plus 2, 2 dixièmes plus 8 dixièmes, au lieu de faire, imaginez-vous, l'opération posée, ou bien 5,2 plus 2 plus 13, rajouter 8 dixièmes à la fin, ce sont des procédures qu'on appelle personnelles, en tout cas qui ne correspondent pas aux algorithmes d'opération posée. On peut toujours imaginer dans des évaluations nationales, dans des évaluations d'ailleurs, que les élèves posent mentalement l'opération écrite. Mais dans ce cas-là, évidemment, ça impose un exercice de mémorisation sacrément important, souvent très important, et qui peut générer des erreurs, notamment par exemple sur le traitement de la virgule. Alors, on peut limiter cet aspect-là, soit en rendant plus difficile la tâche, soit en réduisant le temps de réflexion ou de calcul par les élèves. Je donne un exemple, si on veut faire 53,84 plus 9,99, imaginez l'opération posée, ça va être plus compliqué à faire en quelques secondes. Voilà, je repasse la parole à Jean-Paul. Alors, pour les calculs posés, les évaluations en fin de CM2 à 20 ans d'intervalle montrent que la performance des élèves aux techniques opératoires posées a considérablement baissé en 2 décennies. Ainsi, de 1987 à 2007, l'addition 19 786 plus 215 plus 3 291 a vu son pourcentage de réponse correcte baisser de 94% à 83%. Et la multiplication 247 fois 36 de 84% à 68%. Cette chute des performances et la moindre nécessité pratique de disposer de techniques manuelles efficaces pour des calculs que peu de gens ont à réaliser dans leur vie quotidienne soulèvent la question de la poursuite de leur enseignement systématique et rend la faiblesse des résultats en calcul mental d'autant plus inquiétante. Cette baisse des performances se retrouve évidemment aussi pour les calculs posés avec des nombres décimaux. La diapo montre l'exemple précis du calcul de 4700 moins 2789,7 qui a été réussi par 71,7% des élèves en 1987 et seulement 49,5% en 2007. Observons que le simple fait pour les élèves d'avoir à poser eux-mêmes les opérations fait diminuer leur réussite. Ce constat étant nettement plus marqué lorsque des nombres décimaux sont en jeu.
Il y a le problème de la place de la virgule qui se surajoute au reste. Donc, en conclusion, les résultats observés sur les nombres décimaux confirment des difficultés d'apprentissage pour les élèves. Les résultats mitigés observés en calcul mental et en calcul posé interrogent des pratiques et des enjeux d'enseignement. Les analyses des évaluations nationales ont en effet aussi apporté des éléments d'information, souvent inédits, sur des questions de didactique. Nous pensons notamment aux bénéfices, entre guillemets, des apprentissages du comptage en maternelle, évoqués par Thierry Rocher avant et interrogés dans notre rapport plus complet, à l'utilité et aux conséquences de l'enseignement des techniques opératoires, dont je parlerai un peu cet après-midi, à la nature de la connaissance des tables d'addition et de multiplication en début de CE2 ou de 6e. Et je laisse la parole vraiment finale à... Merci. Alors, oui, au final, ce que nous nous demandons, c'est si finalement les performances que nous avons analysées ne suggèrent pas qu'un certain nombre d'élèves qui arrivent en 6e se présentent comme ce qu'on a appelé des experts apparents, c'est-à-dire des élèves qui sont capables de réussir des tâches, mais avec très peu, voire sans, connaissances conceptuelles associées. Et finalement, donc, ce qu'on observe sur, par exemple, les opérations posées, demande si ça ne masque pas une conceptualisation insuffisante, non pas des nombres entiers, mais des nombres décimaux. Et la question corollaire qu'on se pose, c'est est-ce que ces difficultés qui sont, et que le jury débattra, j'espère, est-ce que cette question de l'association entre réussite opératoire d'un côté et déficit conceptuel de l'autre ne traduit pas finalement une compréhension insuffisante sur les nombres entiers eux-mêmes, qui serait masqué pendant un certain temps et qui rejaillirait finalement au moment de l'introduction des nombres décimaux. Voilà, merci.